For You Media Africa a appris le lundi 14 novembre 2022 la mort du professeur Jean-Philippe Omotunde Kalala, un panafricaniste et chantre de la valorisation de la pensée africaine. L'homme est mort à la suite d'un arrêt cardiaque. Il y a de cela 2 semaines, rappelons-le, le professeur Jean-Philippe Omotunde était à Yaoundé pour une conférence sur la pensée africaine. Et que retenir donc de cet homme qui est définitivement entré dans le panthéon de l'histoire? On en parle dans quelques instants. Et à la suite, nous essaierons d'analyser ce 50e anniversaire de la BEAC. Le compte à rebours est lancé pour la célébration des 50 années d'existence de la Banque des États de l'Afrique centrale, l'institution et d'émission monétaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Cet événement réunira du 20 au 22 novembre prochain dans la ville de N'Djamena au Tchad les professionnels du monde de la finance, au rang desquels les 6 chefs d'État de la région, le Cameroun donc, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad lui-même, les gouverneurs et autres, les gouverneurs des autres banques centrales, les responsables des institutions internationales, ainsi que les universitaires et représentants du secteur privé. Eh bien, qu'attendez-vous de cet événement qui s'annonce en grande pompe? Quel avenir pour le franc CFA en Afrique centrale, à l'heure où l'on annonce la fusion entre la CEMAC et la CEAC avec adoption d'une nouvelle monnaie commune? Voilà autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition du Point sur l'actualité sur les antennes de For You Media Africa. 2 sujets nous intéressent. Le premier est un hommage. Un hommage à un grand homme, un panafricaniste, un chantre du panafricanisme, j'allais dire, de la valorisation de la pensée africaine. Le professeur Jean-Philippe Omotunde Kalala, voilà, il nous a quittés il y a de cela un peu plus de 24 heures et For You Media Africa a décidé de lui rendre un hommage en ouverture de cette émission. Et par la suite, nous parlerons du 50e anniversaire de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Et bien, ça va se tenir du 20 au 22 de ce mois à N'Djamena. On s'interroge sur l'avenir du franc CFA dans un contexte où l'on annonce de plus en plus la fusion entre la CEMAC et la CEAC. Et bien voilà les 2 sujets. Pour en parler, nos invités. Tout d'abord, le consultant permanent de cette émission, l'inamovible Jonathan Batengene est avec nous. Bonsoir Joe. Bonsoir Bassi Mohamed Adam. Bonsoir à tous les panafricanistes. Nous leur disons merci pour la confiance qu'ils nous accordent tous les jours d'être présents à cette émission devant leur petit écran. Et ceux qui suivent par voie de radio, nous leur disons également merci. Nous savons que c'est vous les véritables héros de ce combat. C'est vous qui portez ce combat. Sans vous, ce combat n'a pas véritablement de portée. Nous saluons également tous les techniciens, le personnel formé de la Direction générale dotée du Cameroun. Bien sûr, les forces de sécurité et de défense, ciment de l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Et par-delà le Cameroun, les forces de sécurité et de défense de tous les pays africains qui sont engagés dans le combat pour la dignité de l'Afrique et qui défendent de bec et ongle les territoires et assurent la restauration de ces territoires et sécurisent leur population. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Nous dénonçons encore ce soir, ça fait déjà plus de 2 mois, l'embastillement de notre sœur Edith Puchéry-Ballet pour des raisons simplement panafricaines et de respect de la situation sanitaire de certaines personnes. Nous n'allons pas être virulents à leur égard. Cependant, nous allons toujours dénoncer cette situation qui est une injustice. Nous, panafricanistes, nous avons des valeurs. Nous croyons que ces valeurs doivent transcender les pays, doivent transcender les visions partisanes. Et comme nous avons des valeurs, nous souhaitons que les autres partagent ces valeurs. C'est l'héritage que nous avons de nos ancêtres de Kemet. Nous savons qu'ils nous ont légué ces valeurs-là et que nous avons désormais à les perpétuer pour le bien de l'humanité. Notre sœur Edith Puchéry-Ballet
doit retrouver la liberté. Elle est injustement embastillée pour des fallacieuses raisons. C'est une forfaiture que de la tenir dans cette maca. Il faut qu'elle soit libre, qu'elle retrouve sa famille, qu'elle puisse jouir de ses mouvements et qu'elle puisse encore apporter de ses lumières à toute la Côte d'Ivoire. Notre sœur Péchérie, toi qui es là-bas, qui nous écoutes, nous te disons courage, courage, courage Péchérie. Bientôt tu seras libre, comme ton pays, comme notre pays, la Côte d'Ivoire. Bientôt libre comme la Côte d'Ivoire, ce pays que nous aimons tant. Merci en tout cas Jonathan Batinguéné de signer votre entrée, comme vous le faites d'ailleurs tout le temps. Est-ce que nous pouvons aller saluer la présence du second invité, qui est donc Tayou Kamgé. Tayou Kamgé est avec nous, bonsoir. Tayou Kamgé, bonsoir, vous nous recevez? Alors, Tayou Kamgé, est-ce que vous nous recevez? Alors, essayez juste d'activer les oreillettes. Voilà, l'icône qui vous indique l'oreillette et certainement le micro, et puis vous allez nous écouter bien. Bonsoir. On y retournera tout à l'heure, dès que possible, on y retournera. Merci en tout cas pour l'effort fourni. On sait que Tayou est là, on sait, je rappelle à nos téléspectateurs qu'il est donc journaliste promoteur de la radio Cheikh Anta Diop du côté de Yaoundé. Tayou Kamgé également Kamit, il a animé plusieurs émissions dont la célèbre Renaissance africaine qui nous a permis de découvrir beaucoup de ces panafricanistes Kamit, afrocentriques bien sûr, qui ont partagé de leur expérience avec nous, comme ce fut le cas avec le professeur Omotunde, à qui nous rendons hommage ce soir, Jonathan Batinguéné. Hier, on parlait déjà de lui, et en off, vous me disiez, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu. Tout à fait. Le professeur Omotunde, nous l'avons lu quand il était encore enseignant à l'université, aux États-Unis. Oui. Il donnait encore des cours sur African Studies. Il était un des spécialistes de African Studies et il était particulièrement très avancé dans les épistémologies des études sur l'Afrique. Ce domaine particulier il avait sa touche particulière, c'est que il n'envisageait pas les sciences sociales. Il n'envisageait pas le développement de la science dans la sphère africaine comme étant l'émergence d'un ghetto scientifique. Il envisageait comme étant une construction robuste, une construction qui s'articule sur des bases tout à fait fondées, mais qui trouvent leur justification à partir des prémices culturelles africaines et qui, se déployant de cette base-là, propose son corpus linguistique, son corpus conceptuel et un corpus méthodologique tout à fait particulier. Et il montrait que c'était un héritage, il était un peu dans l'approche très allemande finalement des sciences sociales, c'est-à-dire des sciences de l'esprit. Il pensait que les sciences du point de vue africain devaient s'appuyer davantage sur les données historiques, devaient tirer des données historiques. Mais pourquoi insister sur les données historiques? Parce que le professeur Motunde trouve les bases épistémologiques de son raisonnement chez des penseurs comme Cheikh Anta Diop, comme Joseph Kizerbo. Il faut noter que lui-même, il est d'abord historien à la base, puis historien des sciences, ce qui, dans le domaine de l'épistémologie, lui confère une grosse assise en matière de connaissance de ce qu'on appelle les sciences en Afrique. Et donc, il était parmi les pionniers qui comprenaient le langage de Cheikh Anta Diop. Or, Cheikh Anta Diop, c'est celui qui a montré que l'origine même de la civilisation humaine, c'est l'Égypte. Et quand on parle de... Tout à fait, l'Afrique. Quand on parle de l'Égypte, il faut noter la particularité avec Cheikh Anta Diop. Il parle d'une Égypte négro-africaine. C'est dire que si des Noirs
africains, c'est sans faire de frustration sur le continent, mais c'est les Noirs africains qui constituaient l'Égypte. Et il montre, le professeur Cheikh Anta Diop, que plusieurs hiéroglyphes ont été modifiés. Il est d'ailleurs, lors de sa soutenance, je crois en 1943, il a montré que il a fait des analyses, des prélèvements sur des momies de pharaons, et à partir de ces prélèvements de trois momies, il a pu prouver, il a réussi à obtenir le taux de mélanine sur la peau, parce que les restes avaient été suffisamment bien constitués. Et les prélèvements qu'il a effectués montraient que les taux de mélanine correspondaient à ceux qu'on observe chez les Africains noirs. Quand on parle de noirs, on parle bien de ceux qui ont la peau basanée. Oui. Donc, c'était un peu une révolution scientifique, parce que plus que celle de Galilée, ça venait remettre en question tout l'argument et toutes les théories qui donnaient l'impression que l'Égypte est blanche. Donc, Omotunde, c'est le penseur qui va rentrer dans la revalorisation des Noirs, des négro-africains, mais il ne va pas rester simplement dans cette approche négro-africaine. Il va aller challenger les épistémologies du centre en proposant l'approche panafricaine, l'approche ancrée dans le kémitisme, comme une approche simplement qui revendique elle-même être le centre de la science. Il rentre donc dans la plus grande contradiction que les nouvelles générations devront avoir. Et là, nous espérons que les nouvelles générations auront le courage de la mission. Il montre que le challenge africain n'est pas une simple bravade, ce n'est pas un défi lancé à l'Occident, c'est une réappropriation de la science qui est d'abord africaine. Parce que quand vous regardez les développements des travaux de Cheikh Anta Diop, puis l'histoire générale de l'Afrique rédigée sous la direction de Joseph Kizerbo et d'autres éminents penseurs africains, Amadou Maktambo et tous les autres, quand vous regardez les 8 volumes de l'histoire générale de l'Afrique que l'UNESCO a finalement accepté de financer, dont l'UNESCO a accepté de financer la rédaction entre 1968 et 1975, quand vous lisez ces 8 volumes, vous vous rendez compte de l'immensité de la richesse du patrimoine scientifique des Noirs, mais aussi du patrimoine culturel des Africains. Et vous vous rendez aussi compte qu'il y a eu un gros mensonge, c'était d'enseigner aux Africains des faussetés, par exemple du point de vue religieux, du point de vue moral, du point de vue éducationnel, avec le type de science qu'on nous a apporté, en nous faisant croire que non, il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Pythagore. Aujourd'hui, tout le monde sait que Pythagore n'a même jamais existé, que Thalès n'a jamais existé. Tous ces individus ont été inventés par les Occidentaux pour donner l'impression, pour se réapproprier la science égyptienne. Et on a occulté des grands penseurs comme les Imhotep. Et Omotunde va avoir donc une particularité dans la continuation des travaux de Cheikh Anta Diop. Au-delà de l'aspect scientifique, où il montre que les penseurs africains doivent prendre le centre de la science. Quand on dit prendre, le mot prendre ne rend pas assez compte de l'action. C'est une réappropriation. Réappropriation, c'est rentrer dans son héritage. Peut-être que les gens comprennent ça. C'est comme si vous êtes l'héritier d'une tradition, mais pendant longtemps, on vous a fait croire que vous bénéficiez de cette tradition. Un peu le discours qu'on nous tient vis-à-vis de la science. On dit, non, les Africains apprennent la science. Il y a même des Africains, des papas en Afrique qui disent, est-ce que mes ancêtres savaient quelle est l'électricité? Or, les Égyptiens connaissaient l'électricité. Les Égyptiens connaissaient l'énergie solaire. Les Égyptiens connaissaient faire le béton. En tout cas, il y en a qui disent, on nous a vendu cette Afrique qui était ancrée dans l'obscurité de la connaissance, alors que c'est faux. Et Omotunde va sortir au-delà de simplement
la bataille au niveau de la science. Et rentre dans la grande bataille qui est idéologique. Pourquoi idéologique? La bataille idéologique, c'est la bataille la plus importante parce que quand la colonisation vous détruit, elle détruit d'abord vos systèmes de pensée. Oui. Et le système de pensée qui était organisé, c'était le système de pensée de Kemet. Oui. Et le système de pensée de Kemet, qui était l'idéologie des Kémites, c'est-à-dire le pays des Noirs, parce que quand on dit Kemet, c'est en égyptien, c'est les hiéroglyphes qui nous ont révélé qu'on disait Kemet. Oui. Donc, Kemet, les fils de Kemet avaient leur idéologie qui avait un corpus spirituel, religieux. C'était dans une religion. Il y avait une vision globale qui intégrait la science, la religion, pas comme la pensée occidentale qui dissocie science et religion. Oui. On peut voir que même les pensées orientales dissocient science et religion. Dans la pensée de Kemet, tout ceci formait un tout, une globalité. Et c'est cette totalité qui était transmise aux érudits de Kemet et que ces derniers gardaient jalousement. C'est pourquoi les prêtres, les scribes, avaient un rôle important dans la société kémite. Et donc, Omotunde va être un des promoteurs de la philosophie de Kémite. C'est important de voir ça de ce point de vue. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il était rentré dans simplement une approche spiritualiste. Alors que... Oui, c'est vrai qu'on a souvent taxé de ça. Voilà, c'est beaucoup plus grand que simplement une spiritualité. C'est une idéologie comme l'est le néolibéralisme occidental dans lequel nous baignons aujourd'hui. Oui. C'est une idéologie et le kémitisme a la particularité d'être à l'image des convictions africaines. Les Africains, on dit toujours, ils sont très religieux. Oui. Et la pensée kémite est très ancrée dans des approches spiritualistes. Merci Jonathan Batengene. Voilà donc un mot sur l'homme. Allons du côté de Tayou Kamgé. J'espère que cette fois la liaison est bien établie. Tayou Kamgé, est-ce que vous nous recevez? Alors, je vous reçois 7 sur 5. Alors, Pierre, est-ce que vous avez le retour de Tayou Kamgé de votre côté? Oui, ok. Voilà. Alors, Tayou Kamgé, vous aviez connu l'homme, le professeur Omotunde, et je le rappelais il y a quelques minutes, vous faites partie quand même de ceux qui nous ont permis d'approcher ces éminents professeurs kémites, tout comme vous. Et aujourd'hui, on apprend donc la disparition du professeur Omotunde. Pour vous qui l'avez côtoyé, qu'est-ce que vous retenez de lui? Je retiens de lui un homme puissamment passionné par la Renaissance africaine. C'est quelqu'un qui vous donnait envie, en tout cas il m'a donné envie, de me remettre aux humanités africaines. Et il faut dire que je l'ai rencontré il y a plus de 20 ans, pratiquement 20 ans, à Paris, au moment où j'étais dans une phase de recherche de ma personnalité, de ma personnalité, et que je m'étais remis aux travaux de Cheikh Anta Diop. Je l'ai rencontré à un séminaire justement de formation des jeunes, un jeune que j'étais à l'époque. Et il nous a transmis à nous et à d'autres personnes le virus, n'est-ce pas, de la Renaissance africaine, le virus de notre histoire. Et donc, rentré au Cameroun, j'ai immédiatement essayé de mettre en pratique ce que j'avais appris de lui. Et c'est dans ce sillage-là que nous sommes repartis voir, nous avons ouvert Anta Diop, de Super Cheikh Anta Diop, la radio Cheikh Anta Diop, parce qu'effectivement, nous avons de l'esprit, n'est-ce pas? Et ça, personnellement, je le lui dois. Il faut dire qu'il était au Cameroun, également avec Askari et Yélène, deux de nos confrères, deux de nos frères qui sont à la Guadeloupe. Et c'est eux, intermédiaires, qui sont arrivés au Cameroun. Ça, c'est pour leur dire qu'il est arrivé au Cameroun pour la première fois. Ceci était pour dire
qu'il y a un travail fantastique qui s'est fait autour de Motunde, avec Omotunde, pour la Renaissance africaine. Grâce à son travail, beaucoup d'Africains aujourd'hui ont repris, se sont reconnectés à l'Afrique, à l'Égypte, et ont pu rattraper une perspective historique qui justement nous fait défaut dans le cadre, j'allais dire, de notre marche en avant. Vous ne pouvez pas aller en avant si vous le connaissez, vous n'avez pas si vous n'avez pas de perspective, ou tout au moins vous n'avez pas de notion sur votre passé. Et dès lors que votre passé vous échappe, fondamentalement ou nécessairement, le futur va vous échapper. Or, le travail de Motunde était justement de nous réinscrire dans notre univers, dans notre imaginaire, dans notre histoire, donc nous donner des éléments qui nous permettraient d'affronter l'avenir. C'est ça que je retiens de Motunde, c'est de nous avoir donné à nous et à beaucoup de jeunes Africains, n'est-ce pas, la perspective de nous avoir donné de l'espoir sur la base des travaux, bien entendu, des travaux de Cheikh Anta Diop et des travaux, par exemple, de quelqu'un qui me semble aujourd'hui est en train de créer un dépassement après les travaux de Cheikh Anta Diop. C'est à ma modeste personne, c'est Bob Masson qui est en train véritablement de faire un travail parce que lui revient sur les fondements scientifiques de la Renaissance africaine. Que ce soit le professeur Obenga, le professeur Cheikh Anta Diop, nous ont dit ce qu'était l'Égypte, mais ils ne nous ont pas dit comment n'est-ce pas, quelle était la cognition qui agissait à l'intérieur des Africains pour parvenir à construire ces pyramides. Et donc, c'est en ça que les travaux de Bob Masson sont un dépassement des travaux de Cheikh Anta Diop. Et dans une filiation tout au moins. Je sais que votre temps il est très compté. Alors, je voudrais bien quand même aborder. On a remarqué que le professeur Omotunde avait, parmi les différents axes qu'il abordait dans ses conférences, deux qui m'ont paru très importants. Alors, il luttait à la fois contre le complexe d'infériorité des Africains vis-à-vis de l'Occident, mais aussi, de l'autre côté, le complexe de supériorité, parce que, pensait-il, certains Africains se mettaient à un certain piédestal aussi. Il n'y a pas, je n'ai pas dit. Vous avez parlé de complexe de supériorité et d'infériorité. Oui. Vous pouvez le préciser. Oui. C'est la question. Alors, comprenez-vous cette démarche du professeur qui voudrait qu'à la fois on lutte contre le complexe d'infériorité, mais aussi contre le complexe de supériorité vis-à-vis de l'Occident? Oui, non, mais une chose est sûre. En fait, c'est vrai qu'il nous devons lutter d'abord prioritairement contre le complexe d'infériorité. Et c'est ça le plus grave. En revanche, nous n'avons pas à lutter sur le complexe de supériorité de l'Occident. Les Chinois ne se posent pas la question de savoir si ils ne dépassent pas. Ils appliquent ce qu'ils sont. Et par contre, nous n'avons pas le droit de nous chodifier, de nous inférioriser. C'est ça le combat. Vous regardez les Chinois, vous regardez les Indiens, vous regardez les autres peuples, aucun de ces peuples ne cherche l'intégration dans le monde occidental. Il n'y a que les Africains qui cherchent, n'est-ce pas, et qui parlent au quotidien des complexes des complexes, n'est-ce pas, de supériorité de l'Occident. Les Chinois ne se posent pas cette question, ils donnent le pion aux Occidentaux. Les Russes ne se posent pas cette question, ils donnent le pion aux Occidentaux. Les Arabes, tout le monde. Il n'y a que nous, et on peut le comprendre, c'est dû justement, précisément, à nos complexes d'infériorité, aux conséquences, n'est-ce pas, psychologiques de l'esclavage que nous continuons à subir malheureusement.
Si vous deviez décrire l'homme en un mot au moment où nous refermons cette partie, comment le décrirez-vous? Pardon? Alors, il vous est donné de décrire l'homme, le professeur Omotunde, en un mot. Comment vous le décrivez? C'est un grand homme. Il est venu et il a effectué la tâche qui était la sienne. Il a rempli sa mission. Prions simplement que nous qui venons après, nous soyons à la hauteur ou que nous soyons capables de faire ne serait-ce que 10% de ce qu'il a fait. Il a ouvert grand le chemin et l'Afrique lui sera éternellement reconnaissante. Et j'espère que ces travaux seront enseignés, seront repris et enseignés dans les livres d'histoire, dans les livres thématiques, dans les livres de philosophie, que partout, n'est-ce pas, ces travaux servent de base au programme scolaire en Afrique de manière générale. Merci à vous, Tayo Kabye. Eh bien, Jonathan Batengene, on referme définitivement le chapitre sur le professeur Omotunde, cet hommage. Un dernier mot là-dessus. Tout à fait, M. Tayo a tout expliqué. La grande offensive de Omotunde du professeur Omotunde aura été cette conquête tout à fait sans complexe, hein, parce que là il était vraiment décomplexé. Quand vous le lisez, c'est particulier. À aucun moment il est de ces auteurs qui rappellent que l'Afrique a été blessée, a été meurtrie. Non, il assume simplement, c'est pourquoi nous le citions, il assume simplement son africanité. Oui. Et il se déploie entièrement à partir de là. C'est une écriture particulière qu'on retrouve chez lui, parmi les plus grands penseurs de notre époque. Il était certainement l'un des plus grands penseurs africains de son époque. Et dans le domaine de l'africanité, il est l'un des plus importants qui aura su véritablement imprimer sa marque dans le cadre de la restauration de la dignité africaine. On avait déjà lu des grands penseurs comme Cheikh Anta Diop, comme Kizerbo, comme d'autres auteurs qui ont été cités. C'est vrai qu'il y a des travaux qui restent encore à découvrir parce que sur l'Égypte, il y a encore beaucoup de zones d'ombre, il y a encore beaucoup d'éléments qui restent à comprendre. Oui. On a, dans l'histoire générale de l'Afrique, on a des pistes qui sont ouvertes et Omotunde a choisi une des pistes. C'était le côté religieux, la nature, le rapport africain naturel aux Africains au sacré. Au sacré, voilà, c'est ça le concept. Donc, le rapport naturel que l'Africain a au sacré, le professeur Omotunde l'a saisi et il a compris qu'il y avait cette idéologie qui se déploie. On appelle cela le kémitisme. Beaucoup pratiquent aujourd'hui un kémitisme qui est en pleine redécouverte parce qu'il faut aussi reconnaître que beaucoup d'éléments kémitiques ont été perdus avec le temps ou du moins ont été violés par la colonisation. Donc il y a une redécouverte du kémitisme, il y a une redécouverte de la place de la spiritualité africaine dans la vie quotidienne. Et le professeur Omotunde est un des plus grands restaurateurs dans le domaine. J'ai particulièrement aimé les contes qu'il a écrits, l'histoire de Namer. Oui. Namer qui est le fondateur de la civilisation même. Namer qui était le premier pharaon qui a impulsé les grandes révolutions, les grandes dynamiques civilisationnelles. Et il a écrit un très beau texte là-dessus. Nous le recommandons à tous les parents africains. Essayez de vous doter de ce livre. C'est un régal, c'est un chef-d'œuvre. C'est bien de faire grandir les enfants avec les histoires qui renvoient à l'identité profonde de l'Afrique. Très bien. En tout cas, beaucoup d'ouvrages écrits par le professeur Omotunde. Initiation aux mathématiques africaines. Voilà. Il y a également la monnaie au temps des pharaons, une antériorité africaine, cosmogénèse kamite également. En tout cas, beaucoup d'ouvrages. Sur une cinquantaine, vous allez noter que
pratiquement une vingtaine vont être consacrés à la cosmogonie kamite. Très bien. Alors, je voudrais qu'on donne la parole à Jean Sakpono qui, depuis le début de cette émission, a lancé quand même cet appel et voudrait dire son mot sur notre thématique. Jean Sakpono, bien le bonsoir, cher ami, vous avez la parole. Bonjour Bachi. Vraiment, c'est un honneur pour vous de vous voir faire l'émission pour la première fois sur ce grand homme. Et bonjour Batengede, bonjour Tayou, et bonjour For You Media, et puis bonjour aux techniciens. Bachi, Niou Sere Kalala Otunde n'est pas. C'est un apôtre de ce divin de Dieu. Quand il n'est pas, il a parlé de tout. Surtout, parce qu'on ne peut pas tout dire, je vais seulement dire quelque chose, simplement que ce qu'il a fait, comme l'a dit tout à l'heure Taïou, que cela soit mis en valeur. C'est tout. Et ça doit être mis en valeur. Je suis certain avec ce courant, avec cette lumière, hein, de la race noire sur toute la terre aujourd'hui, parce que ce n'est pas seulement en Afrique, partout où nous sommes, on cherche à nous restaurer en tant qu'humains, en tant que divins. Donc, cette lumière a laissé par son passage doit être compris et achevé pour la reconstruction et la restauration du continent noir, du continent africain. Vous savez, si on ne peut pas aller loin même pour chercher. En science, nous disons que c'est en Afrique qu'on a trouvé le premier homme sur la terre. Alors, si cela est admis, et c'est vrai, mais vous pensez que Dieu qui a créé ce premier homme ne va rien lui donner? Il lui a tout donné. Bachi, il lui a tout donné pour la connaissance de Dieu lui-même. Donc, vous serez à parler de tout cela. Et comment j'ai vraiment... Et surtout en mathématiques, comment il a dit qu'il faut changer le programme scolaire, comme l'a dit Taïou. C'est pour ça que nous devons mettre en valeur ce que cette lumière a laissé. Sur votre patron, on ne peut pas étaler tout ce qu'il a fait. Pour ceux qui ont vu quelque part de ce qu'il a fait, nous pouvons dire comme ça. Alors, si vous voulez faire encore un programme comme ça, une émission comme ça, cherchez à inviter l'un de ses disciples fidèles pour parler de ce qu'il a fait et ce qui est les parchemins et les autres, pour éveiller encore les esprits qui veulent se nourrir de cette lumière. Il a parlé de tout. Même la foi chrétienne, pourquoi les Africains croient facilement en Dieu? Parce que en nous cherchons le Dieu, ce créateur. Nous nous posons la question, existe-t-il, n'existe-t-il pas? Mais les Occidentaux ont changé, ils ont truqué, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont donné une autre face, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils font est faux. Nous devons comprendre et restaurer, c'est pourquoi on parle de la restauration. Restaurer, restituer dans le bon contexte, le contexte divin, tel que cela a été révélé. Il a fini ce parcours comme une lumière, une étoile pelante. C'est comme ça, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Et ça d'autres encore vont venir, soyons joyeux. Nous reverrons la lumière. Les Africains, la race noire sera restaurée. Nous allons nous restituer, nous allons nous reconstituer, nous allons nous régénérer et nous allons connaître notre valeur de l'humanité qui communique la vie partout où nous passons. C'est pourquoi l'ennemi ne veut pas nous voir exister. C'est ça. On ne peut pas finir de parler de ce. Il y a aussi d'autres disciples, d'autres gens, le Covid, Charles Covid, Gomez et autres. Anta Diop a été vraiment scientifique. Voilà les lumières. Que nous continuons à exploiter ce qu'ils ont fait pour notre régénération. Que Dieu bénisse et qu'il donne la paix à cette âme. Et que ce combat continue.
Merci. Merci à vous, Jean Sakpono, pour la contribution. Depuis les États-Unis d'Amérique, nous laissons le standard ouvert et nous changeons juste la thématique en rappelant que à tout moment, vous pouvez appeler pour réagir, rendre hommage au professeur Omotundi. 50e anniversaire de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Jonathan Batengene, on interroge l'avenir du franc CFA et on y va directement puisque cette question vient au moment où quand même, la CEAC et la CEMAC envisagent de fusionner avec l'adoption future d'une monnaie commune. Déjà, lors de la dernière rencontre qui avait lieu, je crois, au mois de juillet, les experts de haut niveau qui se sont rencontrés avec les différents membres des commissions ont convenu qu'ils, dans ce cadre, avec les chefs d'État, bien sûr, oui, ils ont convenu qu'il fallait, d'ici la fin d'année, apporter un plan de réorganisation de la sous-région, en soit fusionnant les deux organisations. On parlait de soit fusion-acquisition ou bien fusion-absorption. Donc, oui, soit l'une des organisations devait absorber l'autre, soit les deux devaient se mettre ensemble pour créer une nouvelle entité. Donc, les discussions n'ont pas encore déterminé la forme et tout est prévu, le plan pour cette fin d'année, avec un objectif de partir à 2024 sur une nouvelle organisation en Afrique centrale. Et cette organisation-là, quand on regarde, c'est une organisation qui va du Burundi jusqu'à, ça prend le Burundi, la RDC, jusqu'au Tchad. Quand vous regardez cet espace, c'est un scandale géologique, toute cette zone-là. Vous savez, le Centrafrique, tous ces pays-là qui sont hautement riches en matières premières, en minerais, qui veulent se mettre ensemble. Et vous avez également dans cette zone un marché de plus de 300 millions d'hommes. 300 millions d'individus. C'est l'un des plus importants marchés économiques du continent. Donc, avec la création de cette nouvelle sous-région, il y a maintenant, avec ces matières premières qui sont abondantes et ce marché en hommes, en potentiel consommateur qui est également important, vous avez, s'il faut créer une nouvelle monnaie, vous avez la possibilité de faire asseoir ces monnaies sur de l'or. Oui. Et donc, de faire reposer cette monnaie sur de l'or et d'adhérer au nouveau principe de dédollarisation de l'économie mondiale. Donc, c'est un projet qui fait énormément peur. Ça amène à questionner beaucoup d'experts sur le conflit aujourd'hui entre le Rwanda et la RDC, les risques de partition de la RDC étant tout à fait réels, mais seulement, pourquoi seulement en cette période on observe une résurgence du conflit M23 et FARDC. Et pourquoi ce conflit qui veut à tout prix fragiliser le projet de création de l'organisation sous-régionale. D'ailleurs, dans le cas de la recherche des solutions à cette crise, l'une des conditions qui avait